être brésilien et qu'on va devoir nourrir le monde avec notre sucre, c'est l'illusion la plus complète. Je suis désolé de vous dire ça, ça peut être... Je comprends que ce soit pour certains d'entre vous, puis j'espère que vous me direz que vous trouvez ça trop violent, mais les faits sont là. C'est une illusion complète. Aujourd'hui, c'est quand même dramatique. Je suis aussi sensible que vous quand je vois la fermeture des abattoirs Doubs, Gade et autres en Bretagne. Mais pensez un seul instant que la Bretagne puisse être compétitive à produire de la poudre de lait en concurrence avec l'Uruguay, avec la Nouvelle-Zélande, pour abreuver la Chine, ou même avec la République tchèque, ou même l'Allemagne de l'Est, où il y a déjà des fermes de 1000 vaches, où c'est que des robots de traite. Voilà, ou alors la Bretagne, il faudra se mettre aux robots de traite, hein, il faudra agrandir le troupeau. Il faut qu'il y ait au moins 3 éleveurs sur 4 qui dégagent. Il faudra agrandir les troupeaux. Et celui qui aura acheté le robot de traite, il va être endetté jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est ça l'avenir de la Bretagne. Et si on continue de faire croire que de produire des poulets avec du maïs et du soja brésilien, exportés vers l'Arabie Saoudite, et qu'un jour on sera compétitif avec les poulets brésiliens, bah, tous les gens qui disent ça, c'est vrai qu'il m'arrive de me fâcher. Je sais, pour certains agriculteurs, ce que je suis en train de raconter est insupportable. Ils ont investi, les Bretons, ils ont travaillé jour et journée complète, la traite, plus l'atelier hors sol et autres. J'en suis parfaitement conscient. Mais je pense que les gens qui les ont un peu trahis, c'est les gens qui leur ont fait croire que dans la France des terroirs, des multiples terroirs, des petits terroirs, il était possible d'être compétitif avec une agriculture à grande échelle avec celle que vous avez là sous les yeux. C'est faux. C'est faux. Et maintenant, le Brésil, il est au sein de l'Union européenne. La République tchèque, la Roumanie, l'Allemagne de l'Est, ils ont des immenses étendues. Puis moi, la dernière fois que je suis allé au Brésil, c'était l'avant-dernière, quand j'ai visité une exploitation de canne à sucre, c'était 48 000 hectares de canne à sucre. C'était une exploitation agricole française. Le propriétaire, c'est le directoire, le président du directoire du journal Le Monde, Louis Dreyfus. Et un peu plus loin, toujours dans le même état, São Paulo, c'était Tereos, coopérative, une coopérative française, qui investit chez le concurrent. Et puis je vais vous dire, je connais aussi, effectivement, quelques céréaliers en Picardie, qui ont compris aujourd'hui que s'agrandir en Picardie, c'est ringard. Mais s'agrandir en Ukraine, c'est un peu une erreur, mais s'agrandir en Roumanie, là au moins il y aura le prix à l'hectare de la politique agricole commune. Donc ne nous y trompons pas, il y a vraiment urgence aujourd'hui de s'interroger là-bas, dans les pays du Sud. Attention, donc, il y a des gens qui ont faim aujourd'hui. Cette agriculture hyper moderne, là, ces excédents de soja que vous voyez là, c'est pas pour nourrir des Brésiliens. Parce qu'il faut vous dire que quand, notamment, parce que le soja est devenu transgénique, on n'a plus été obligé d'emmener des gens pour désherber, grâce au désherbant, on a mis des gens au chômage. On les a mis dans les bidonvilles. Ne croyez surtout pas que cette agriculture moderne que vous avez là, c'est ça qui nourrit le Brésil. Non, c'est ça qui fait qu'au Brésil, il y a des gens qui ont faim. Bon, je suis en train un peu de m'énerver, mais j'ai tort. Mais le drame, ça va être dur, et j'en conviens, on en débattra. Mais je crois qu'il nous faudrait quand même prendre conscience que ceux qui parfois trahissent les agriculteurs, qui sont des mauvais conseillers, ne sont pas toujours ce que l'on croit. Je crois qu'un peu de prudence et regarder les choses en face, ça ne ferait pas de mal. Alors, pour rappeler quand même, puisqu'il y a des femmes ici présentes, qu'il y a des femmes au travail, et que n'oublions pas que dans les pays du Sahel, le travail agricole, c'est aussi le décortiquage, le battage, le décortiquage à la main. Enfin, on a tort dans ce monde de vouloir mettre en compétition des gens qui travaillent à la main avec des gens qui sont équipés de je ne sais pas combien de milliers d'hectares, de moissonneuses-batteuses, de tracteurs forte puissance, de semoirs forte largeur, le grand tort, ce qui vous arrive dans le monde, et un grand nombre de conflits dans le monde résulte tout simplement de cette compétition dans des conditions inégales. Alors évidemment, le train, il a joué, parce que le train, l'avion peut les faire couper. Parce que moi, je le dis, mes étudiants, je le dis surtout mes étudiantes, quand leurs copains leur offrent une rose à la Saint-Valentin, et puis la fille, elle va tout de suite humer l'odeur de la rose. C'est dangereux, hein. C'est bourré de pesticides, c'est des produits au Kenya, c'est des produits en Équateur, c'est des produits en Éthiopie. Ça veut dire que son copain a envie de changer de domicile. Je plaisante un peu, il y a de temps en temps, il vaut mieux
quand même plaisanté, mais ça a été importé par avion. Nous sommes dans un monde mondialisé où il n'y a pas une rose en France, enfin, il y en a quelques-unes, je connais des sortes de roses. Alors ils souffrent pour la compétition avec. Et ça vient du Kenya, ça vient d'Éthiopie, ça vient de Quito, c'est péri-aéroportuaire. Il faut que ce soit. Alors évidemment, il faut absolument que les roses soient une tige droite, qu'on puisse les mettre dans des cylindres pour que ça prenne moins d'espace dans l'avion. Il faut que ce soit exactement sous l'équateur. C'est génial, donc Quito, c'est exactement sous l'équateur. Le Kenya aussi. Mais donc, je vais dire, mais attention, c'est pas. Là, je suis pas sûr que c'est ça qui tombe de la fin. Bon, le coton, juste voilà. Alors, pour refaire les chiffres et définitivement comprendre pourquoi il y a autant de gens qui ont faim, pourquoi il y a autant de gens qui sont pauvres et qui du coup ont faim, et la compétition internationale. Alors, j'ai pris l'exemple du Socorro Tananarive au Madagascar, mais là c'est la Casamance, c'est le sud du Sénégal. Je pense que tous vous avez vu déjà à la télé ou ailleurs des hommes, des femmes repiquer du riz dans une rizière à la main, le dos courbé. C'est une technique, finalement, qui a des raisons d'être. Le riz, il est repiqué dans une nappe d'eau, il a accès au soleil, et les herbes aquatiques, elles sont sous l'eau boueuse, n'ont pas accès au soleil. Lutte contre les adventices, c'est bio, je vais vous dire d'une certaine façon, mais pas de problème. Dans la nappe d'eau, il y a évidemment les limons qui ont été apportés par les eaux de ruissellement ou par l'inondation de la crue, c'est ça qui fertilise. Et puis dans cette eau, il y a des microbes, figurez-vous, des cyanobactéries, des cyanophycées qui fixent l'azote de l'air, un peu comme font nos légumineuses. Bref, la technique du repiquage, c'est pas idiot. Sauf que vous l'avez compris, c'est très lent. Et on ne peut pas repiquer quand c'est sec, on ne peut pas repiquer quand le niveau de l'eau est à 1 demi-mètre. Donc, le nombre de jours disponibles de repiquage est limité. C'est un travail extrêmement lent, extrêmement, on va dire, enfin, non, il paraît qu'on laisse ça aux femmes, parce que justement, laisse aux femmes, en général, les travaux les moins pénibles. Ça, je dis ça parce que pour être sûr de conserver les amitiés. Mais les hommes, eux, ils sont derrière la charrue, droit. Et non, mais c'est un peu dans tous les pays où on voit quand même ce genre de choses. En tout cas, la productivité du travail est ridiculement faible, c'est jamais plus d'un demi-hectare. Et quelqu'un qui n'a pas accès à des engrais, ni même chimiques, ni même organiques, c'est-à-dire ni fumier, ni compost, ni engrais azotés, ni rien, c'est grâce aux alluvions, j'allais dire, à la fertilité naturelle, c'est une tonne 1, je vous le dis ici, à l'hectare. Mais ça vous fait du 550 kg de riz non décortiqué, par actif et par an. Bon, il y a les semences, ça c'est perdu, il y a quand même la destruction, les semences existaient, elles n'existent plus, ou alors sur la récolte, il faut conserver les semences pour l'année d'après, 100 kg l'hectare, ça vous fait 50 kg sur un demi-hectare. Bref, la valeur ajoutée, donc la vraie création de richesse, elle est d'une demi-tonne ici, par actif ou par active, par an. Alors, allons maintenant, dans la série Courage Fumeur, je n'ai pas choisi la Camargue, j'ai choisi la Louisiane, mais j'aurais pu choisir la Camargue. En France, alors inutile de vous dire que c'est facilement, avec le tracteur, la moissonneuse batteuse, c'est facilement 100 hectares, avec les engrais chimiques, c'est facilement 5 tonnes hectares, et ça nous fait un produit brut de 500 tonnes de riz non décortiqué par actif et par an. Juste pour vous dire, on est de l'ordre de 1 à 1000. C'est-à-dire que d'une ferme de Camargue, par personne au travail, il sort 1000 fois plus de riz qu'une petite ferme du sud du Sénégal, en Casamance, où la personne a repiqué le riz à la main. On est dans des rapports de 1 à 1000. Alors j'en conviens, le vrai calcul économique, c'est la valeur ajoutée. Parce que pour produire les 500 tonnes, notre agriculture productiviste, disent certains, notre agriculture hautement productive, elle est aussi, on n'oubliera pas, hautement destructive. C'est-à-dire que pour produire les 500 tonnes, il a fallu évidemment brûler des carburants dans le tracteur, il a fallu utiliser des engrais qui existaient, qui n'existent plus, il a fallu utiliser des produits phytosanitaires qui existaient et maintenant qui n'existent plus, il a fallu user des tracteurs, user la moissonneuse batteuse qui perdent de la valeur. Retirons toutes les valeurs perdues. En céréaliculture en France, je parle des grandes régions céréalières, pour la Lorraine, on verrait, mais
Globalement, c'est les 4/5. C'est-à-dire que pour produire 5, on détruit 4. N'empêche, il reste une valeur ajoutée de 1/5. Et 1/5, c'est quand même encore 100 tonnes. Et là, c'est la vraie valeur ajoutée. C'est la vraie création de richesse par l'agriculteur. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand on compare sur le marché mondial et quand on va donc à Ziguinchor, donc la capitale provinciale du sud du Sénégal, quand les gens qui ont repiqué le riz à la main ont besoin d'acheter des médicaments, ont besoin d'acheter des produits de première nécessité, ils vont vendre leur riz sur le marché à Ziguinchor. Et à Ziguinchor, vous voyez du riz de Casamance, vous n'en voyez pas beaucoup d'ailleurs, mais vous en voyez. Vous voyez du riz de Thaïlande, vous voyez du riz du Vietnam, vous voyez du riz de Camargue, vous voyez du riz de Louisiane, vous voyez du riz de Caroline du Sud, des États-Unis. Et tous ces sacs sont les uns à côté des autres. Et tous ces sacs qui sont les uns à côté des autres sont vendus au même prix. Parce que la paysanne de Casamance qui a repiqué à la main, si elle veut vendre son riz plus cher, le consommateur achètera le riz d'à côté, à quantité égale, à qualité, on va dire, à peu près égale. Ces riz se vendent à peu près au même prix. Sauf que, dans les sacs de riz de Casamance, il y a 200 fois plus de travail agricole que dans les sacs de Camargue. La productivité du travail agricole, elle est 200 fois supérieure chez nous. C'est-à-dire que pour une même quantité de travail, chez nous on a produit 200 fois plus de richesse. Pour la même quantité de richesse, il a exigé 200 fois moins de travail chez nous que là-bas. Dans le sac du Sénégal, il y a 200 fois plus de travail que dans le sac d'à côté. Et pour vendre le même prix, il faut accepter une rémunération du travail 200 fois inférieure. Alors soyons clairs, il y a des agriculteurs en difficulté en France, à coup sûr en Lorraine, à coup sûr. Mais comment pouvez-vous imaginer un seul instant que quelqu'un qui va accepter une rémunération 200 fois inférieure à un agriculteur français puisse nourrir la famille, acheter des médicaments et des produits de première nécessité, épargner, investir, acheter une charrette, avoir accès à la traction animale, produire du fumier, le transporter et fertiliser la rizière? La réponse est dramatique. La réponse est impossible. Si on veut expliquer pourquoi il y a autant de gens qui migrent à l'échelle de la planète, et vous savez que ceux qui parviennent à traverser le désert libyen, la Méditerranée, c'est vraiment alors la face émergée de l'iceberg. Les mouvements migratoires massifs, le nombre de femmes qui repiquent le riz à la main aux Philippines et qui sont contraintes de faire des ménages en Arabie Saoudite ou au Qatar ou ailleurs, si vous regardez les migrations à l'échelle mondiale, vous découvririez que la cause première des désordres mondiaux, et notamment des migrations mondiales, proviennent de la faillite massive des paysanneries qui travaillent à la main, que l'on met en compétition avec les produits, les surproduits d'une agriculture industrielle, productive, et on l'a vu un peu destructive de chez nous. Première conclusion, si on veut mettre fin à la faim et à la malnutrition dans le monde, ma proposition serait la suivante. On autorise les peuples du Sud et leur gouvernement à mettre des droits de douane conséquents à l'importation de nos excédents. Comme nous l'avons fait l'Europe au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Les gens qui sont un peu âgés, les gens plus âgés peut-être que moi, se souviennent qu'il fut une époque où nous étions dépendants des céréales importées des États-Unis, nous étions dépendants de modes de beurre importés de Nouvelle-Zélande, et l'Europe, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la France d'abord, l'Europe, les 6, les 8, les 15, avait mis des droits de douane pour rendre plus coûteux les produits importés, et du coup rendre plus rémunérateur le blé, le lait, la viande, le sucre produit en France, en Europe. Et c'est grâce à ces prix plus rémunérateurs qu'un certain nombre d'agriculteurs et de paysans ont réussi effectivement à épargner, investir et progresser. D'ailleurs, peut-être pas en nombre suffisant, il y a peut-être trop d'états rurales, il y a peut-être trop de chômage. Mais n'empêche que c'est quand même à l'abri de ces prix protégés aux frontières par des droits de douane
conséquent et qui était variable. Hein. Les prix, rappelez-vous, étaient fixés. Moi, j'ai des souvenirs, ça se passait toujours le 31 décembre. Les négociations entre marchands de tapis et les ministres de l'Agriculture à Bruxelles qui définissaient les prix pour l'année d'après. Il n'empêche que c'est quand même à travers des prix protégés que l'agriculture française et l'agriculture européenne, je parle de l'Europe de l'Ouest, s'est modernisée. Pourquoi interdirions-nous au pays du Sud de faire la même chose? D'autant plus que les droits de douane, c'est la possibilité pour les États d'avoir de l'argent, et c'est la possibilité pour les États de enfin créer des chantiers à haute intensité en main-d'œuvre, on dit, c'est-à-dire des chantiers, de créer des emplois, évidemment, des emplois manuels, j'en conviens, des emplois qui exigent peu de capitaux, peu de capital, mais qui permettent aux gens des villes d'avoir enfin un revenu et de pouvoir s'alimenter, même si les aliments deviennent plus chers. Donc, première proposition, ce serait d'autoriser le peuple du Sud à faire ce que nous, on avait fait avec succès au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, la conséquence pour nous, c'est qu'il faut cesser de surproduire des céréales, cesser de surproduire de la poudre de lait, cesser de surproduire des touilles bas de gamme, cesser de produire des produits tout venant à destination des pays du Sud. Ça voudrait dire que la France et l'Europe de l'Ouest réorientent son agriculture vers des marchés solvables, vers des produits de très haute qualité et qui puissent être vendus plus cher. Nous renoncerions. Alors vous voyez que c'est contre-intuitif. Le chauffeur du tracteur tout à l'heure, lui, est persuadé qu'en surproduisant des céréales, il contribue à mettre fin à la faim dans le monde. Et moi, je suis en train de dire exactement le contraire. Alors, évidemment, on débattra tout à l'heure. Mais c'est ma première conclusion. Le droit des peuples du Sud à reconquérir leur sécurité alimentaire via une plus grande souveraineté alimentaire à l'abri de droits de douane. Deux questions se posent. Un, comment va-t-il falloir réorienter notre agriculture chez nous? Et est-ce que là-bas, s'il y a des droits de douane, dans les conditions écologiques de là-bas, les conditions tropicales, serait-il possible techniquement là-bas de produire davantage par eux-mêmes sans avoir à dépendre de nos suppléments, de nos excédents? Parce qu'effectivement, si techniquement là-bas ce n'est pas possible, alors effectivement, tout ce que je viens de dire ne sert plus à rien. Donc, on va essayer de répondre à ces questions-là. Alors, puisqu'on m'a donné un petit peu le temps, avant de vous dire que oui, là-bas, il est possible de produire davantage pour nourrir une population qui est très rapidement croissante, et même de la nourrir mieux, y compris avec quelques œufs, un peu de viande, un peu de lait. C'est-à-dire que là-bas, plus que doubler la production végétale dans les 37 ans qui viennent, c'est possible. Je voudrais d'abord vous dire des choses que je n'ai pas très envie de leur proposer. Et ces envies, ce que je n'ai pas envie de leur proposer, c'est ce que j'appelle un peu les erreurs du passé. Et en fait, c'est des erreurs qu'on pourrait s'attribuer à nous-mêmes. Alors je m'explique. Je n'ai pas envie de dire les agriculteurs ont fait des erreurs. C'est tout un système qui nous a emmenés, tous les uns, les autres, et les agriculteurs, sur des voies erronées. Alors, première erreur du passé, mais ce n'est pas nous qui sommes concernés, c'est quand même quelque chose des pays du Sud. Chez nous, c'est pas vrai, on n'a pas étendu les surfaces cultivées, c'est au contraire l'inverse, c'est des surfaces, c'est la déprise, c'est des surfaces qui ont été abandonnées, et c'est les loups qui commencent à réapparaître dans certaines régions. Donc c'est clair que là, cette erreur du passé, elle n'est pas chez nous. Mais par contre, dans les pays du Sud, continuer d'étendre les surfaces cultivées aux dépens de la forêt amazonienne, continuer d'étendre les terres cultivées aux dépens de la forêt congolaise ou de la forêt de Bornéo, ce n'est pas une solution. Au moment où on s'interroge sur préserver la biodiversité, là-bas, on discutera aussi des mésanges et des nichoirs chez nous. Mais préserver la biodiversité, là-bas, et éviter l'effet de serre, c'est-à-dire la déforestation accrue, là-bas, c'est absolument impératif. Je suis en train de vous dire qu'il va falloir trouver là-bas des formes d'agriculture, attention, le bouffage certain, je l'emploie, j'assume, une agriculture intensive. Il va falloir accroître les rendements à l'hectare là-bas. Mais l'idée que c'est en élargissant les surfaces cultivées aux dépens des forêts naturelles, aux dépens des savanes arborées et autres,
que nous allons pouvoir nourrir, que là-bas ils vont pouvoir se nourrir sans avoir à dépendre de nos excédents, serait une erreur fatale. Donc il va falloir chercher, est-il possible d'accroître les rendements à l'unité de surface? Et si accroître les rendements à l'hectare, à l'unité de surface, vous appelez ça une agriculture intensive, j'assume qu'il va falloir promouvoir là-bas une agriculture intensive. Je sais que chez certains, intensive veut dire pourri, agrotoxique et autres, vous allez voir, ça peut être autre chose. Alors allons-y. Je vais être un peu long sur ce premier passage. Mais comment a-t-on envisagé en France l'intensification? Je remonte à plus d'un siècle en France, et puis dans les pays du Sud, il y a moins d'un demi-siècle. Mais il y a plus d'un siècle en France, vu que la population était croissante, vu que la terre, elle, est de taille constante, y compris, c'est pas que la taille est constante, c'est que comme on bitume les meilleures terres agricoles, les surfaces agricoles diminuent, on a dit qu'il va falloir accroître les rendements hectares. Alors quand on dit la surface agricole diminue, on a le droit d'éviter le bitumage. On n'est pas obligé de construire des autoroutes, non, je cite comme ça au hasard, des aéroports, des circuits automobiles, rien à voir avec l'actualité récente. Mais en tout cas, si les terres agricoles diminuent et si la population est croissante, c'est logique qu'on ait demandé à nos agronomes, écoutez, mettez-nous au point des variétés à haut potentiel génétique de rendement à l'unité de surface. Accroître les rendements à l'unité de surface, écoutez, vous allez nous mettre au point des variétés capables de donner de très hauts rendements à l'unité de surface. Alors on a dit ça aux agronomes, aux généticiens, aux expérimentateurs, on leur a dit deux choses en plus. On leur dit, oui, nous vous mettez des variétés à haut potentiel génétique de rendement à l'hectare, mais pas que pour un village. On ne va pas investir des millions dans la recherche, et à l'époque, c'était la recherche publique. À l'époque, ce n'était pas des compagnies financières. À l'époque, c'était l'argent du contribuable. Et comprenez qu'il était logique que les gens qui devaient rendre compte de qu'est-ce qu'on fait de l'argent des impôts disent aux expérimentateurs, vous n'allez pas nous mettre une variété à très haut potentiel de rendement juste pour un village. Il faut que ce soit du Pas-de-Calais jusque la Méditerranée et de la Bretagne jusque l'Alsace. On va amortir l'argent investi dans la recherche sur de vastes surfaces. Donc faites-nous des variétés plutôt passe-partout. Et les variétés passe-partout, ça veut dire tout ce qui est un peu considération locale, adaptation à la localité, vous savez, vous avez des plantes, ça fleurit à date fixe, en fonction de la longueur du jour et de la nuit, même de savoir si la longueur du jour est en train de monter au printemps, de descendre à l'automne. Alors toutes ces trucs-là, voilà, vous éliminez. Nous, on veut des variétés à haut potentiel de rendement qui puissent passer partout, sous toutes les latitudes, là, toutes caractéristiques locales, vous éliminez ça. Puis on a dit aussi aux agronomes, aux généticiens, on leur a dit, je n'aimais pas entendre ça, on leur a dit, vous coûtez très cher, hein, donc s'il vous plaît, vous faites vite. On ne va pas perdre du temps. Hein. Alors là, les agronomes, les scientifiques ont dit, attendez, on ne va pas faire un seul essai. Hein. On va devoir faire beaucoup d'essais. Puis on va faire beaucoup d'essais multilocaux, dans plusieurs endroits. Et puis pour être sérieux et pas tromper l'agriculteur, avant de qualifier une variété d'améliorée, on va vérifier, et toutes nos expériences, nos multiples expériences, on veut impérativement vérifier que 95% des fois, la variété qu'on va qualifier d'améliorée, elle doit bien donner un rendement supérieur à tous les autres. On ne se donne une marge d'erreur que de 5%. Parce que sinon, on trompe les agriculteurs. On ne va pas seulement comparer la moyenne des rendements. On va vérifier que 95% des fois, la variété qu'on va qualifier d'améliorée a donné un rendement supérieur aux autres, de façon à ce que l'agriculteur n'ait qu'une marge d'erreur de 5%. Mais il n'est pas question de le tromper. Donc, laissez-nous faire des essais en grand nombre, et on va vérifier, et on ne vous qualifiera telle variété peut donner le haut rendement que si on a vérifié que 95% des fois, elle donne des rendements supérieurs aux autres. C'est la rigueur scientifique. Et derrière cette rigueur scientifique, je ne vous cache pas, l'angoisse, c'est encore vrai aujourd'hui. Hein. Moi, je fréquente encore des expérimentateurs, il n'y a pas plus angoissant pour un expérimentateur de se dire, et si dans la nuit, il y a des sangliers qui vont traverser la parcelle, alors là, je veux dire, les sangliers ne choisissent pas les variétés piétonnées. Et alors, si jamais ils piétinent la variété qui a très haut potentiel, ben, je n'arriverai pas à démontrer que 95% des fois. Et vous comprenez pourquoi toutes les stations expérimentales soient soigneusement clôturées contre les, j'allais dire contre les faucheurs volontaires,
Ça, c'est pour si jamais il y en a dans la salle, qu'ils comprennent que je les compare à des animaux sauvages. Mais, en tout cas, il n'y a pas plus angoissant pour un expérimentateur de voir que son expérience échoue à cause d'un animal, à cause d'un ravageur, à cause d'une chenille. Il ne faut pas non plus que la différence de rendement entre toutes mes parcelles ne soit pas la variété, mais c'est à cause d'une chenille à cet endroit-là. Donc, il vaut mieux qu'il y ait le même nombre de chenilles sur toutes mes parcelles expérimentales. Alors là, les agronomes, vous n'allez pas les voir compter les chenilles dans chaque parcelle. Le mieux, c'est qu'il y ait 0 chenille. Et là, on avait un outil remarquable, l'insecticide. Et alors, il ne fallait pas non plus qu'un endroit ait plus de nématodes qu'un autre. Nématicides. Il ne fallait pas qu'un endroit ait plus de mauvaises herbes qu'un autre. Herbicides. Les araignées, acaricides. Les champignons, fongicides. Que des produits oncides. Alors, je suis désolé, mais les produits oncides, c'est des produits qui tuent. En principe, pas destinés à tuer les hommes, ni les femmes, ni les enfants, mais à tuer les insectes, les nématodes, les champignons. N'empêche qu'aujourd'hui, on découvre que c'est pas si simple. Ça peut commencer, y compris, à avoir des effets. Et dans les éléments nouveaux et graves, c'est qu'aujourd'hui, il y a des scientifiques qui connaissent bien le fonctionnement de la thyroïde, qui connaissent bien le fonctionnement des testicules, qui connaissent bien le fonctionnement de ce qu'on appelle les glandes endocrines, et qui nous annoncent, et c'est quand même grave, qui nous annoncent que les jeunes générations, exposées depuis in utero, jusque l'âge de la puberté, même à faible dose, mais en période un peu prolongée, pendant une quinzaine d'années, jusqu'à l'adolescence, on va dire, à des pesticides, même à faible dose, ces jeunes auront une espérance de vie en bonne santé de 10 ans moindre que les gens de ma génération. Alors, soyons clairs, entre nous, c'est des modèles prédictifs, et évidemment, les gens de l'Union interprofessionnelle des produits phytosanitaires vont répliquer, et ne manquent pas de me répliquer, Monsieur le fumier, c'est pas avéré. Et vous savez quel est le problème quand ils disent ça? C'est qu'ils ont raison. Je m'explique. Quand ils me disent, Monsieur le fumier, vous êtes en train de nous donner là un modèle prédictif, c'est des présomptions scientifiques. C'est pas avéré. Ils veulent dire, et ils ont raison, c'est pas statistiquement avéré. Et effectivement, ce n'est que dans 30 ans qu'on pourra éventuellement vérifier que les prévisions des scientifiques sont avérées justes. Parce que pour l'instant, l'espérance de vie en bonne santé des gens qui ont été exposés à ces pesticides, les araignées, bien plus tardivement que les gens de la génération, c'est dans 30 ans qu'on verra éventuellement qu'ils ont un Parkinson, un Alzheimer, une sclérose en plaques, un cancer de la prostate. C'est les 4 choses essentielles pour lesquelles on n'est plus en crainte 10 ans avant le nom de la génération. Et là, on va attendre 30 ans des précautions chez lui. Et est-ce qu'on va proposer la même chose au pays du Sud? Il y a d'autres choses. Mais je m'explique, c'est très important. Quand je vous dis, ils ont raison de dire, c'est pas statistiquement avéré, monsieur Dufumier, ils ont raison. Et pour autant, est-ce qu'il faut prendre leur incantation là, taisez-vous? Non. Moi, je ne vais pas continuer de telle. Le principe de précaution voudrait que là-bas, comme chez nous, nous commencions à faire très attention. Parce qu'effectivement, de la même façon que pour le réchauffement climatique, il y a 30 ans, les premiers rapports du groupe international des experts qui étudient le climat, qui nous annonçaient le réchauffement climatique, c'était que des modèles prédictifs. Et c'est seulement maintenant qu'on est en train de voir que oui, les vendanges sont en moyenne de 10 ans plus précoces qu'avant, que les ravageurs sont en train de progresser du sud vers le nord de la France. Les oiseaux, c'est 150 km, les papillons, c'est 50 km, et d'ailleurs, on n'a pas sans poser de problème. Parce que les oiseaux qui mangeaient les chenilles, quand ils se déplacent de 150 km, on retrouve les chenilles, les papillons qui vont de 40 km, ça, c'est des problèmes de biodiversité, des vrais problèmes de biodiversité. J'ai compris qu'il m'a dit des carrés dans le sens du poil. Mais il y a de vrais problèmes sur lesquels je crois qu'il faut être très très sérieux, et c'est comme les fondamentaux de il va falloir qu'on prenne ça très au sérieux. Et moi, j'ai vraiment pas envie de proposer les mêmes choses au pays du Sud. C'est ça qui est terrible. C'est que des agronomes, qui n'étaient pas forcément des actionnaires de Monsanto, qui n'étaient pas forcément des actionnaires de Limagrain, une coopérative, qui n'étaient pas, ont, au nom d'arguments scientifiques, ont quand même